Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre comme tous les dimanches l'émission Enjeux sur RFM. Nous avons 3 invités aujourd'hui. Nous allons tout d'abord rediffuser l'interview exclusive que nous a accordée le diplomate américain Kenneth Merton, qui est sous-directeur Canada, Haïti et les Antilles au Bureau des Amériques du département d'État américain. Il parlera des relations américano-haïtiennes 2 semaines après les propos tenus par le président Trump concernant les Haïtiens, les Africains et les Salvadoriens. Et puis notre deuxième invité, M. Bernard Crane, coordonnateur du Forum économique du secteur privé, qui exprimera les préoccupations du patronat par rapport à la contrebande, la contraction de l'économie et aussi le déficit budgétaire. Et puis notre troisième invité, l'urbaniste Rosemée Guignard du CIAT, le comité interministériel d'aménagement du territoire. Elle fera le point sur le récent rapport réalisé par la Banque mondiale qui place Haïti comme 3e pays le plus urbanisé de la région. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. BNC mettait un lot pied tabar dans le calo AVCT. C'est un pas de plus de la Banque nationale de crédit vers ses nombreux clients dans la plaine du cul-de-sac. Nouveau guichet BNC qui n'a pas AVCTA, c'est un bel succursale avec parking sécurisé. Avec tout l'autre service au pote, premier Banque nationale PIA, toujours poté banon. Moun Karad depuis Blain, Vivi Michel, Gérald Bataille, Torcel, Pernier, Ambagalette, Clercine, Fleurio, Pontaba, Kafourita, Kounière. Grâce à BNC qui n'a le calo AVCTA, nous gagnons banque pas nous pour nous changer l'argent, déposer l'argent. C'est rééconomie nous dans un compte d'épargne en goudou en dollars. Nous ca demander information tout sous plan assurance BNC, 4 crédits BNC, épargne retraite BNC. Avec nouveau guichet ça, dans AVCT, n'a tout profité, fait tout le monde songer. BNC, c'est premier banque qui gagne sikisal tout partout dans le pays. Oui, BNC. L'expérience au service de toutes les générations. Alors, mesdames et messieurs, comme annoncé notre invité aujourd'hui, l'ancien ambassadeur des États-Unis en Haïti, M. Kenneth Merton, qui est aujourd'hui sous-directeur Canada, Haïti et les Antilles au Bureau des Amériques du département d'État. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, Rothschild. Alors, ambassadeur, quelle est véritablement votre mission aujourd'hui en Haïti? Pourquoi vous êtes ici en Haïti aujourd'hui? Bon, on connaît qu'on fait un va-et-vient entre Haïti et pays États-Unis. Dernière visite moi été fait c'était mois d'octobre, principalement pour assister dans une réunion pour le parc industriel du Caracol. Fois ça moi été venu pour faire un petit genre suivi et pour naturellement parler avec tout partenaire nous ici en Haïti pour assurer continuité du partenariat que nous gagnons avec Haïti. Donc là, qu'est-ce que vous rencontrez dans le cadre de visite qu'on peut effectuer en Haïti, ambassadeur Merton? Bon, moi, le président t'es très, très gentiment octroyé une réunion. Nous t'ai un petit temps parlé de vision Ligue 1 pour avancer PIA. Et nous-mêmes, depuis toujours, nous toujours animés par cette vision. Nous avons participé avec tout partenaire nous ici en Haïti pour faire ça nous capable pour que le pays avance. Ambassadeur Merton, une visite a effectué dans un contexte un peu très difficile, avec notamment une déclaration que le président Donald Trump fait côté de Haïti, son pays, que ne pas répéter, etc. Bien sûr, le président américain a dit qu'il n'a jamais tenu de tels propos. Donc, son atmosphère un petit peu qui lourde, je dis, en Haïti, en termes de relations avec les États-Unis, avec ces propos tenus par Donald Trump.
Oui, Jean t'a dit, le président t'a démenti d'avoir dit une telle bagaille. Moi, je regrette le fait que les médias étaient saisis sur sujet ça pour décrire une relation que nous gagnons avec Haïti. Moi-même, moi, je voulais souligner, moi, je dit ça hier au président, ce qui est vraiment important, ce que tout peuple haïtien connaît et le gouvernement haïtien connaît tout, c'est que le gouvernement américain et le peuple américain toujours bon voisin avec le peuple haïtien. Nous voisins dans l'hémisphère ça et peuple américain, le gouvernement américain n'a pas jamais largué le peuple haïtien. Si, après, par exemple, tremblement de terre de 2010, après, tu as un cyclone Mathieu, cyclone qui t'a gagné en 2007, pour aider Haïtiens à combattre contre choléra, contre virus sida. Peuple américain, gouvernement américain, toujours à côté peuple haïtien pour combattre ça. Et nous pouvons continuer à faire ça. Au en Haïti pendant longtemps, avant, t'es ambassadeur, t'es en Haïti, on est haïtien quand même très 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 sensible pour ça et les fiertés. Haïtien, t'es pas être quand même extrêmement choqué par les déclarations ça que le président américain Donald Trump fait côté le traité quand même payant. Vraiment, c'est son gros déclaration qui pas fait haïtien plaisir du tout. Haïtien très mécontent de ça. Non, moi, je connais, mais j'en t'ai dit, le président t'est démenti d'avoir dit ça. Pour nous-mêmes, nous croyons que geste que nous t'ai fait, geste que nous continuons à faire ici, partenariat que nous gagnons avec le peuple haïtien, ça reflète vraiment sentiment, nous gagnons sentiment de respect, sentiment de admiration, de ténacité du peuple haïtien, qui ont subi des problèmes récemment, comme le tremblement de terre, comme cyclone qui était gagné avec, il était subi avec ça avec dignité et il était persévéré même. Il doit que même haïtiens qui des politiques, le gouvernement a réagi tout, il n'est pas content et il m'a dit que vraiment que le président Donald Trump a fait des excuses publiques à la nation et il a rappelé encore une fois que bonne relation qui toujours existait entre les États-Unis et Haïti, il a été bataillé pour l'indépendance américaine de Savannah. Donc haïtiens vraiment pas contents, ils sont très fâchés de ça qui passé et il a même demandé pour le président Trump de faire des excuses publiques. Bon, pour moi-même, j'en t'ai dit, moi, quoi que ça qui est important, ça qui monte au peuple haïtien, c'est que nous là, nous pouvons continuer le partenariat, nous bons voisins, nous sommes fiers que nous gagnons haïtiens comme voisins pour nous. Nous sommes connaissants du fait que haïtiens ont été combattre côté à côté avec américains dans la bataille de Savannah pour achever l'indépendance nous. Nous croyons que nous t'ai fait quelques petits bagages de temps en temps qui étaient bons pour le peuple haïtien tout. Et ça qui est important, c'est de garder devant pour voir qui ça nous a fait pour améliorer relations dans l'avenir. Il voit que, mis à part ça, ambassadeur sous même dossier en déclaration au président américain Donald Trump. Donc, il y a ici qui dit que vraiment, bon, il n'est pas content du tout de ça qui passé. Et moi, il parlait encore d'une fois de excuses que m'a dit. Nous, le Sénat de la République n'a pas sorti communiqué, le gouvernement a sorti communiqué sur ça. Donc, ça veut dire que il y a un coup, qui prend au niveau des relations entre les États-Unis et Haïti. Et comment nous avons fait au niveau du département d'État pour réparer dommage ça? Bon, par exemple, moi-même, moi, j'étais venu ici pour parler avec bon partenaire nous ici. Nous pouvons continuer, j'en t'ai dit avant, nous pouvons continuer le partenariat nous faisons bon gens de travail ici dans le pays pour que Haïti Haïtien mène une vie mieux. Mais honnêtement, je crois qu'une bagarre qui est primordiale d'importance, c'est que Haïti a attiré job, a gagné un bon genre de développement économique. C'est là où moi j'aimerais travailler avec Mounio ici. C'est peut-être ça, nous avons créé parc industriel à gouvernement haïtien, avec BID pour bailler haïtien opportunité pour
faire pays avancer, pour faire pays générer revenus pour l'État, pour que l'État prenne responsabilité et vraiment prend responsabilité d'autres gens, des étrangers qui ici avec bonne volonté. Mais Haïti, c'est l'État besoin de générer revenus pour que l'État vraiment agir et prendre toute responsabilité de l'État envers le citoyen haïtien. Alors, après ça passé, on a dit que Haïti a toujours été quand même un pays prioritaire pour les États-Unis d'Amérique, Kenneth Martin. Certainement. Nous sommes voisins et Haïti pourrait être important pour ce fait simplement. Parce que il y a un pays que nous pas qu'à ignorer, comme le Canada, comme le Mexique, comme le Cuba, comme le Haïti, comme République dominicaine, c'est voisins, c'est amis, et faut que nous travaillons ensemble pour voir qui ça nous a fait pour avancer pays ensemble. On comprend quand même une position un peu très difficile dans une situation pareille, mais qui message que, comme ancien ambassadeur américain en Haïti, quoi qu'on peut adresser, haïtiens ici, haïtiens diaspora, qui continuent mauvais, qui continuent à faire des déclarations concernant un propos que un président américain Donald Trump a tenu concernant Haïti et les pays africains. Qui message qu'on est capable de voir la communauté haïtienne ici et à l'étranger qui continue fâché, très mauvais de ça passer? Message que je voulais passer, c'est que garder qui ça nous fait pour avancer agenda nous en Haïti. Nous aurions été impliqués, nous aurions été engagés dans plusieurs domaines. Croissance économique, santé publique, éducation, la police, la sécurité nationale et plusieurs autres volets. Nous avons travaillé ensemble pour que Haïti avance. Pas qu'oublier agriculture, c'est un domaine où nous avons fait un pile travail ces dernières années, nous avons continué. Nous, ça que garder nos actions, garder qui ça nous a fait et qui ça nous peut continuer à faire. Nous, avec l'ambassadeur Nikki Haley, au niveau des Nations Unies, t'es fait une déclaration tôt pour parler avec les pays africains. Donc, qui discours capable tenu par rapport à Haïtiens, justement, sur ça qui passé? Moi, pas connais exactement ça que Madame Haley t'a dit, ambassadeur Haley t'a dit, mais, moi, ouvert à discuter tout ça avec n'importe qui, ou connaît, moi-même, c'est un monde qui t'a toujours eu un pile de respect pour chaque grain de monde haïtien. On connaît, moi, vraiment pays ça, moi, viens ici de temps en temps, mais viens ici pour compte moi tout, pas simplement pour business, pour faire diplomatie. Et gain pile américain qui gain bon genre sentiment envers pays ça. C'est peut-être ça gain pile monde qui vient ici chaque jour, gain bon sentiment, bon relation entre deux peuples ça yo. Donc pour vous-même, son épisode de regrettable qu'a dit passé et on dit que les États-Unis ont toujours maintenu une bonne relation avec Haïti. Oui, moi ça. Ça qui est regrettable, c'est que les médias t'es saisi, t'es ciblé sur une histoire qui peut-être pas vraie, mais pas connue. Jean te dit, président t'es démenti d'avoir. Mais sénateur a dit que dit ça, un sénateur démocrate, Dick Durbin dit ça. Ouais. Et pas connaît, mais le problème c'est que la presse s'est saisie sur idée ça, et moi je crois que c'est pas bon ni pour le pays États-Unis ni pour le pays d'Haïti, parce que j'en te dit à plusieurs reprises, nous t'ai fait un pile route ensemble, et moi je crois que ça qui est important pour cibler sur ça nous qu'a fait ensemble dans l'avenir proche. Alors, ambassadeur Martin, justement, il y a une question TPS là, donc nous avons une décision qui prend par le de sécurité, donc Haïti a prêté jusqu'à 2019 et quand même sur situation compliquée, tout le monde a dit bon, comment est capable de recevoir tout le monde ça en Haïti dans un contexte aussi difficile? Oui, vous connaissez, l'homme t'a parlé de sujet ça, plus privé. On t'a toujours dit que l'administration ça, il y a une approche envers l'immigration qui est déjà différente par rapport à l'ancienne administration. Et si oui, la plupart des pays qui t'ont gagné TPS, là qu'à nous,
yo pour terminer dans les mêmes conditions où tu fait avec Haïti. C'est-à-dire, c'est une politique qui n'est pas ciblée sur Haïti, qui est ciblée sur la question TPS. Et philosophiquement, l'administration Trump, il gagne une approche différente par rapport à l'ancienne administration, disant que nous gagnons loi et le TPS, c'est envisagé d'être un bagage temporaire. Faut que nous travaillions ensemble pour voir qui j'en nous achever un autre système, soit pour faire possibilité minorité, soit pour faire mon tourner si vous pas une possibilité de ajuster statut immigratoire yo gagne la cadeau. Donc là nous voyons que notre décision prend au niveau de TPS pour minorité jusqu'en 2019 ça. Oui, moun yo ka gagne 18 mois pour ranger les affaires yo pour ouais possibilité yo gagne pour ajuster pour utiliser terminologie que yo utilisé dans mon immigration pour ajuster statut yo gagne, c'est-à-dire pour si yo gagne intention de marier avec un citoyen américain de le faire dans les 18 mois à venir. Si yo gagne une possibilité de gagner un membre de famille pour faire pétition pour immigration, pour carte verte, c'est le temps pour faire ces genres de choses. Et nous voyons que l'autre point encore, et ces décisions que l'administration américaine prend pour retirer Haïti de liste moun travailleurs temporaires. Là encore, il y a des articles qui sortent dans la presse qui disent c'est une nouvelle gifle pour Haïti après ça qui passé, qualifié un petit peu de raciste, etc. Tout dossier ça. Qu'est-ce qu'on a dit sur ça, Kenneth Martin? Sur question ça, moi, t'avais dit que Haïti n'est jamais bénéficié en pile de cette catégorie de visa. Haïti te voit quelques graines moun dans visa H2B, si me songe bien. Mais problème nous te gagne dans ce programme ici, numéro 1, pas te gagne pile moun qui te bénéficié de programme ça. Numéro 2, nous te malheureusement gagne pile problème à gérer programme ça. Te gagne une certaine fraude qui est associée là-dedans. Te gagne un certain problème. C'est peut-être ça, you te décidé, numéro 1, pas te gagne pile moun. Numéro 2, tu as un problème avec fraude dans les demandes de visa, ça tu as décidé de changer le statut pour Haïti et d'autres pays tout. Alors, autre question, Kenneth Martin. Donc, jodien et question business extrêmement important, vu ce qui a passé jeudi en Haïti. Il y a des gens qui disent, bon, si tu as gagné l'emploi, peut-être tu as moins de monde qui veulent quitter le pays pour aller à l'étranger. Alors, comment la situation est avec les États-Unis d'Amérique en termes d'emploi? Qu'est-ce que ça capable faire du côté des États-Unis pour favoriser la création d'emplois, la création de richesses davantage en Haïti, pour booster l'économie et faire entreprises américaines venir installer en Haïti? Oui, nous avons déjà fait un bagage qui relève Hope Help. Ça, c'est une législation qui était fait sur l'administration George Bush et l'autre qui était fait sur l'administration Barack Obama, qui assurait que vêtements qui étaient fabriqués en Haïti, capables importer la caille aux États-Unis sans payer taxes. Ça, c'est un gros avantage pour Haïti. Et honnêtement, Haïti a beaucoup et seulement bénéficié d'un tout petit peu de ce possibilité. Il y a une grande possibilité pour exporter en pile plus. Et ça que moi, t'as fait, c'est que encourager Mounio ici, et moi, t'es allé au Sonapi Jodéa, moi, ouais, gros construction qu'ils ont fait là-bas pour construire factory. Ça, c'est un bon signe. Mais, ça me table, ouais, c'est que le temps pour attirer investisseurs qui table fabriquer en Haïti. Parce que gagner un pile, oui, mais il n'y a pas de place pour fabriquer, pour faire vêtements qu'ils ont fait. Pas de factory. Le gain plus factory, qu'il y a plus monde en emploi. Et moi, tu es dans plusieurs pays. Méthode, ça, c'est comme une échelle. Haïti, commencer, il peut monter, et c'est le valeur ajoutée pour le monter tout. Et c'est-à-dire que, moun yo commencé par faire la coude, et yo ka monter à réparation, yo ka rentrer à management. Finalement, c'est un bon bagage pour le pays. Les salaires pour monter. Et, ça qui est vraiment bon, c'est que l'État pourra toucher plus de revenus. Et ça, c'est un bagage qui est important ici
sans plus activité économique, l'État pas capable de toucher revenus les besoins. Et ça, c'est le sens pour vraiment Haïti être capable de gérer son avenir propre. Et sans avoir dépendance sur le programme de coopération des pays États-Unis ou l'autre partenaire d'Haïti. Et c'est peut-être ça, moi, que c'est vraiment important. Et moi, encouragé par le fait que Mounio a toujours construit pour habiliter Mounio investir dans le pays, mais ça me t'a ouais, c'est que ça a accéléré et que moi, t'as ouais que parlementaire et gouvernement exécutif qui a fait un climat pour que Mounio a investir sans bureaucratie, sans ce que nous dit en anglais red tape. Moi, t'as vu que Mounio a fait senti à l'aise le yo vini en Haïti. Parce que il y a des gens qui t'a voulu venir ici, mais empêché, il y a un blocus par ici, par là, et pas comprendre, c'est pas bon pour le pays. Donc, vous croyez que ça qu'a fait au niveau du parc industriel jeudi, côté à grandi parc là, ça va permettre que peut-être l'autre entreprise vini, l'autre factory établie au niveau du parc industriel là et ambassadeur Martin. Oui, et il y a l'autre parc industriel qui est en train de construire. Il y a Lafito, un peu nord de Port-au-Prince, il y a l'autre Yotou, moi quoi que c'est un modèle qui est bon pour Haïti. Pour faire mon travail, mon gen soif, yo gen soif pour travail, yo tavle et moi connais le ou pas les moun qui gère factory ça yo satisfait un pile avec travail que haïtien yo fait. Et ce que nous t'aimons ouais c'est que l'État donne moun sa yo la capacité pas seulement étranger non moi tavle que haïtien yo ta capable investir dans factory ça yo tout pour créer job. Donc, vous croyez que vraiment, ça c'est son point positif, mais on dit que c'est extrêmement important que l'écosystème n'a créé pour nous capable attirer l'investissement américain, parce que vous dit que, j'en parlais comme quoi, que il y a pile blocage. Il y a pile blocage, c'est difficile. Si vous regardez dans, il y a un certain organisme qui fait études chaque année, ça relève en anglais ease of doing business, sa facilité de faire le business. Et Haïti n'a jamais reçu un score très bon. Et pour un pays comme Haïti qui t'a aimé se développer, moi, je crois que c'est pas bon. Et moi, t'avais plaidoyer aux dirigeants de ce pays dans chaque secteur. Fait ça au capable pour assurer, pour faciliter l'investissement dans le pays, pour bâtir un écosystème, pour éliminer red tape, pour que Mounio vienne ici pour faire Mounio travailler. Et dans ce sens, qui coopération capable bien avec les États-Unis d'Amérique, parce que vous avez de l'expérience quand même. J'en t'ai dit, c'est peut-être ça nous investi dans le parc industriel Caracol. C'est très rare pour nous-mêmes, pays États-Unis, pas connaître si nous t'ai jamais fait ça ailleurs, mais pour nous, investir dans un bagage pour bailler job dans un autre pays. Mais moi, je crois que c'est un bon bagage que nous te fait ensemble avec le gouvernement haïtien, avec BID, et ça marche. Il y a plus que 13 000 personnes qui gagnent travail, qui ont travail, n'a pas que ça aujourd'hui, qui pas de travail ça avant. Et il y a plus de monde en dehors, chaque grand membre de famille, chaque monde qui gagne, chaque esthéticienne, chaque mototaxi, chaque monde qui a travaillé autour de factory ça yo gagne un travail qui pas existé avant. C'est ça qui est important. C'est une cascade de richesse pour le monde et ça a répliqué tout partout dans le pays. Donc là, nous connaissons que bon, Caracol effectivement pas fonctionner avec full capacité, donc on croit que ça va venir au fur et à mesure. Oui, je crois que ça vient. Ça prend temps construire, ça prend un petit temps pour moun organiser, mais ça prend l'arrivée. Ça prend l'arrivée. Mais la question de la production nationale est aussi très importante parce qu'Haïti dépend d'un pile de l'étranger parce que quand pile l'argent qu'on a envoyé à travail, à importer des produits, donc ça coûte énormément à l'État haïtien. Et en termes de production nationale, tout le monde dit que je dis, pour avancer, il faut être capable d'aboutir en production nationale qui passait bien sûr par l'agriculture. Dans ce sens, quel style de coopération qui vient avec les États-Unis d'Amérique, l'USAID sur cette question, ambassadeur Morton? Oui, l'USAID était très très active sur voler ça.
L'homme était ambassadeur, nous avons gagné un programme qui était les Winner, qui était essayer d'augmenter production pour chaque cultivateur dans plusieurs zones dans le pays. Il a continué à faire ça dans un autre projet, pas songer non ça kounya là, mais il a continué à faire ça jusqu'au présent. Nous très actifs sur le terrain. Nous avons augmenté production nationale et nous croyons que le président Moïse a tout travail qu'il fait avec Caravane de changement, lui aussi, il pourra faire un bon genre de travail pour augmenter possibilité pour Haïtiens plus dans la production nationale. Et la question du tourisme, elle est sur son question aussi très importante. Dans ce sens, est-ce que quel travail qu'a fait du côté de la coopération haïtiano-américaine? Dans le tourisme, c'est toujours un volet où nous pas très actifs. Nous croyons que nous sommes capables de faire plus de différence dans notre volet. Donc, le tourisme, ne pas vraiment travailler un pile. Non, nous pas faire un pile travail dans le volet tourisme. Donc, pour nous retourner sur l'agriculture, parce que il y a pile potentialité dans ce secteur, ça. Il y a pile produit capable de produire en Haïti pour aller exporter vers les États-Unis d'Amérique. Et là, c'est important. Donc, coopération, elle est vraiment vitale. Oui, c'est vital et on connaît qu'il y a un pile manque qui exportait chaque année vers les États-Unis. Moi, acheter un pile chaque fois, me joignent là, qu'à nous. Et ça t'a bon si nous qu'à joindre l'autre produit. Nous gagnons, moins qu'à admettre que nous gagnons un système qui compliqué, mais il n'est pas impossible pour faire exportation là, qu'à nous. Et nous parlons, si gagne, problème qui était toujours gagné en Haïti, c'est pas gagner une sauce qui régulière avec une qualité de même niveau mois après mois après mois. Et si nous avons solutionné le problème ça, peut-être nous avons si nous fait ensemble. Mm-hmm. Alors, autre question, la santé, nous connaissons que les États-Unis sont très impliqués dans le domaine de la santé en Haïti. Semaine, ça a une nouvelle qui est sortie, qui dit que CDC est capable quand même réduire implication en Haïti. Ça, c'est quand même coup dur. Nous connaissons que le travail CDC fait avec GISCO dans le domaine lutte contre le sida, etc. Et qu'est-ce qu'on a dit sur ça? Bon, CDC avec USAID ont été fait, d'après moi, un peu bon genre de travail ici avec partenaires haïtiens ici. Bureau CDC ici à l'ambassade, ici en Haïti, il était ouvert, l'a continué de travailler avec le ministère de Santé publique, yo gagné un engagement pour améliorer conditions de vie, conditions de santé pour le peuple haïtien. Nous-mêmes, dans le gouvernement américain, nous apprécions en pile travail que nous avons fait ensemble avec ministère de Santé publique. Moi, crois que le ministère a fait un pile bon travail avec nous. Nous très satisfaits et nous fiers du travail que nous avons fait ensemble. Donc, ça veut dire que nous sommes toujours présents, même si peut-être aide la capable de baisser au niveau de CDC, implication, ça me carré. Bon, je ne suis pas expert dans la question d'aide, les chiffres pour CDC. Moi, je dis pour USAID, dans les années à venir, somme de l'aide, de coopération pour Haïti et pour, honnêtement, tout partout dans le monde, il a baissé. Nous pas un budget, il était un petit genre serré et il peut diminuer de peu à peu, de pas à pas. Et là, c'est une grande préoccupation pour tous les pays qui sont bénéficiaires de l'aide américaine. Est-ce que nous connaissons que l'aide américaine est extrêmement importante dans différents secteurs et c'est partout un peu, donc aide la rétrécie de plus en plus de nécessité pour pays quand même capable de prendre tête en main, quoi, ça me paraît. Non, on peut comprendre ça, mais c'est peut-être ça, moi, tu voulais retourner aux mêmes idées pour la troisième fois, c'est que c'est peut-être ça, la croissance économique locale ici en Haïti est de importance primordiale. C'est important d'avoir la possibilité de créer la richesse ici dans le pays envers l'exportation, pour créer la richesse pour le gouvernement, pour l'État haïtien, pour que l'État prenne responsabilité dans chaque volet. Côté peuple haïtien, moi, qu'à imaginer, que l'État prend responsabilité. Et c'est la seule façon pour achever ça, c'est pour créer la richesse économique, pour créer
opportunités économiques par l'investissement domestique et étranger. Côté politique, comme est la situation, on t'est parlé avec le président Jovenel Moïse, nous voyons que bon, il y a un CEP permanent pour le mettre sous pied, toujours il y a des partis politiques qui ont manifesté pour mettre des départs au président de la République Jovenel Moïse. Et quel est que tu fais de situation, ambassadeur Morton? Bon, pas de venir ici vraiment pour faire politique, pour discuter politique avec Mounio, mais moi ouais un président qui est dédié à améliorer la qualité de vie de ses concitoyens. Moi ouais un parlement qui t'a déjà fait quelques étapes pour faire même genre de travail, gagner plus de travail pour y faire, gagner un paquet de lois qui était passé par le Sénat, mais n'aptan chambre basse pour faire voter mais non, nous parlons, moi toujours, moi toujours optimiste envers Haïti, et moi crois que Mounio a toujours trouvé une solution pour avancer les choses ici. Moi, crois que si nous travaillons ensemble avec bonne volonté, il y a besoin d'un moyen pour avancer le pays. Donc la question de la stabilité elle est importante, tout le monde le dit aujourd'hui, Kenneth Morton. La question de stabilité, c'est toujours importante. Moi, crois que il y a des manifestants qui sont présents d'ici de temps en temps, mais moi crois que bon, c'est normal. Nous gagnons dans chaque pays, nous gagnons une société qui est vraiment divisée, et nous gagnons même division difficile là quand nous aux États-Unis tout. Semaine qui était passée, nous avons une grosse manifestation, plusieurs grosses manifestations à Washington. Ça, c'est une bagarre qui est déjà normal dans un pays démocratique. Bon, ce qui est pas bon, si Mounio a crasé machine, etc., comme ça, mais plus ou moins, ça me dit, c'est que des manifestations qui étaient ici, qui étaient plus ou moins paisibles. Mounio gen droit, c'est une démocratie, c'est normal. Il est manifesté devant l'ambassade américaine, bon, il n'y a pas de cas arrivé quand même. L'autre. Eh bien, la police, ça fait, même gens de travail, on fait la CAINU, même gens de travail, on fait un pays, la France, en Colombie et ailleurs. C'est le travail de la police à protéger les diplomates, et on va battre bravo pour la police haïtienne. Justement, au niveau de la police, est-ce que, ou même on travaille longtemps dans le secteur ça, comme ambassadeur, etc., ouais, la police a évolué. Comment ouais, police, je veux dire? Bon, moi, police, nous vraiment fiers du travail nous t'ai fait ensemble avec les acteurs, les membres de l'État haïtien dans les gouvernements Préval, les gouvernements Martelly et Kouniala, le gouvernement du président Moïse. Nous avons commencé fait travailler ça ensemble presque à zéro à 2005. Si vous regardez aujourd'hui, nous avons une force en Haïti qui a 15 000 membres, nous avons une force qui est professionnalisée, une force qui respecte les droits humains, qui protège le peuple haïtien. Comme en chaque pays, il y a un défi dans la police. Nous avons un problème là quand nous tout, parfois dans la police, dans certaines villes, dans chaque pays, assurance de sécurité, c'est un travail qui est difficile. Mais moi, vraiment fier du travail que la police haïtienne fait. Si nous pensons vraiment sur une police qui existe sur le terrain Kouniala, c'est une police civile. Et d'après moi, c'est la meilleure police civile qui existait dans le pays depuis le début. Ambassadeur Kenneth Morton, maintenant, ça soit acte souverain qui prend par Haïti pour reconstitution des forces armées d'Haïti. Nous connaissons que, bon, force armée avant était qu'on coopérer avec les États-Unis. Est-ce que les États-Unis comptaient coopérer avec le gouvernement actuel sur la question de l'armée? Bon, sur la question de l'armée, moi, pas le dire, même bagaille, moi, t'ai toujours dit,
Haïti, c'est un pays souverain, il a une responsabilité pour décider qui j'en ai pour organiser, pour protéger la République, le terrain d'Haïti. Nous-mêmes, nous pourrons continuer le travail nous avons fait et nous pourrons le faire avec la police nationale. La police nationale, c'est là où nous avons investi un petit coup pendant presque 25 années. Nous pourrons continuer investissement ça. Pour question de l'armée haïtienne, nous croyons que ça, yo envisagé que ce force pour le faire, c'est pour protéger la population contre désastres naturels, etc. Ça, c'est un bon bagage. Et ça, c'est une nécessité dans le pays. Mais ça, c'est un bagage pour Haïtiens décider qui j'en pour l'organiser. Et nous pourrons nous pourrons considérer qui j'en nous travailler ensemble, mais nous-mêmes, nous pourrons être ciblés dans le premier ordre sur la police nationale. Donc ça veut dire que priorité au niveau de la coopération, c'est la police nationale, mais pas l'armée. Priorité, c'est vraiment la police. Mm-hmm. Donc pour l'armée, aucune décision pour comprendre, ça veut dire ne pas décider de supporter l'armée, je veux dire. Bon, nous toujours ouverts, nous sommes pays amis. Nous sommes toujours ouverts parler avec le ministre Hervé Denis est venu à Washington semaine ça. Moi j'ai fait un petit causer avec elle. Nous quittons porte là ouvert pour discussion dans l'avenir. Mais nous-mêmes, c'est clair, même message l'été reçu, c'est que pour nous-mêmes, comme la Dougain, nous parlerons dans la police pour prioriser coopération nous fait dans la police nationale. C'est parce que c'est là que nous avons fait investissement pendant presque 25 années. Les portes l'ont pas fermé, ça veut dire que si nous voyons que l'armée a aller dans une bonne direction, peut-être nous sommes capables de décider de coopérer avec elle, mais pour le moment, on dit que c'est dans la police que nous y est. Bon, c'est la police nous y est, c'est la police nous rete. Nous pourrons observer qui ça Haïti pourra le faire et qui te porte là ouvrir. C'est ça. Alors pour terminer, ambassadeur Kenneth Planten, m'a retourné encore une fois tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, tout ce qui dit sur Haïti. On a un message pour la population haïtienne par rapport à tout ce qui a été dit ces 2 dernières semaines concernant les déclarations de Donald Trump, qui sont capables de dire population haïtienne, je dis. Ça, me t'avait dit, c'est simplement que moi t'avais rassuré tout le monde que pays États-Unis, c'est toujours un pays ami. Nous gagnons un pile bagage nous t'ai fait ensemble. Pays États-Unis, t'es pas de jamais lagué peuple haïtien, t'es pas de jamais lagué gouvernement haïtien. Nous ses amis, nous ses voisins. Faut que nous continuions à travailler ensemble. Moi, t'as demandé chaque grain haïtien pour garder ça qui t'est venu ici en Haïti, là nous t'es gagné difficulté après des désastres naturels, etc., etc. C'est d'autres pays, mais aussi, dans la première ligne, c'est pays États-Unis. Je vois que le Sénat a qualifié quand même les propos de Donald Trump de raciste, de xénophobe, etc. Bon, j'en t'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le débat ça, moi, je crois que ça nous t'est fait, ça, j'en nous dis en anglais, ça speaks volumes. J'en nous fait, regardez qui ça nous fait, et pas fait jugement sur une bagarre qui peut-être t'est dit et que peut-être pas t'est dit. Donc ça veut dire qu'ici, on ne doit pas douter quand même de coopération avec les États-Unis d'Amérique. Non, parce que nous toujours là, nous voisins, nous continuons le travail nous fait. Ambassade là, toujours là, USAID toujours là, même CDC toujours là, j'en t'ai dit auparavant. Nous étions là, nous étions engagés. Et qui le prochain ambassadeur à venir parce qu'il est ratifié, il peut venir en Haïti. Est-ce que nous avons une période pour l'ambassadeur à venir? Non, moi-même, imaginez pas une date précise, mais moi, j'ai parlé avec elle, moi, que d'ici 3 semaines, la venir. Mi-février, pas une date exacte, mais mi-février, il a intention de venir. Je parlé avec elle souvent.
Merci beaucoup, ambassadeur Kenneth Merten. Donc, on a rappelé que aujourd'hui, c'est sous-directeur des affaires hémisphère occidental pour Canada, Haïti. Donc, on est très content je nous matin là pour te faire un petit parler sur coopération entre les États-Unis et Haïti. Et bien sûr, on a parlé longuement sur les propos tenus par le président des États-Unis, Donald Trump, qui était fait en pile bruit. Encore une fois, merci beaucoup, ambassadeur Kenneth Merten. Merci à vous. Merci à auditeurs aussi. Merci un pile. Enjeu avec Rothschild, c'est votre meilleur rendez-vous. Alors, comme annoncé, M. Bernard Crane, le coordonnateur du Forum économique du secteur privé, est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de cette prise de position du Forum concernant la question de la contrebande. Bernard Crane, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir Rothschild et bonsoir aux auditeurs de l'émission Enjeu. Alors Bernard Crane, tout d'abord, avant de parler de cette note publiée par le Forum économique du secteur privé sur le dossier de la contrebande à la frontière, comment pourrait-on caractériser la situation économique aujourd'hui, en ce début d'année? Bon, et je dois dire que depuis quelque temps, il y a un ralentissement. Un ralentissement des affaires qui est dû, je pense, à une situation générale compliquée. La première étant que le gouvernement avait mal calculé. Mal calculé, son budget n'était pas réaliste. Ils n'ont pas les ressources qui étaient prévues. Premièrement, Petro-Caribé ne fonctionne plus pour des raisons qui ont été évoquées antérieurement. Le fait que le Venezuela soit sous sanction et fait que nous ne pouvons plus acheter du Venezuela, du pétrole, donc nous sommes obligés d'acheter sur le marché spot. Le prix du baril de pétrole a augmenté de façon sensible depuis le dernier calcul qui avait été fait du prix à la pompe. Nous sommes à un baril à près de $70 sur le Brent et $65 sur les autres marchés. Et le prix à la pompe n'a pas encore changé. Donc le gouvernement est en train de pratiquement subventionner le gallon d'essence et de diesel qui sont vendus à la pompe. Donc, en plus de ça, en plus des ressources de Petro-Caribé et des ressources qui auraient pu être générées à partir des recettes des droits d'accise sur le pétrole, et le gouvernement n'a pas encore signé avec le FMI. Donc, tous les bailleurs de fonds sont en attente de cet accord entre le FMI et le gouvernement haïtien, et tous les fonds qui devraient être débloqués depuis octobre ne le sont pas. Mais le gouvernement continue, il dépense. Et même la Banque centrale a dû faire sortir une note et disant qu'elle a été préoccupée par les dépenses qui dépassent ce qui était prévu même dans ce budget, et par le fait que l'accord de cash management qui avait été signé entre le gouvernement et la Banque centrale n'est pas respecté. Le déficit sur ces 3 premiers mois de l'année, inclus la première quinzaine du mois de janvier, dépasse 8 milliards de gourdes. C'est préoccupant. Et maintenant, l'information circule. L'information, grâce à l'Internet, grâce aux médias sociaux, grâce aux journalistes, circule, et les opérateurs économiques sont au courant. Donc, ces opérateurs économiques, ils se mettent également, eux, en attente de voir ce qui va se passer. Et cette situation d'attente crée une situation de morosité au niveau de l'économie. Et nous sommes préoccupés parce que nous nous rendons compte que nous risquons d'avoir une année 2018 plus compliquée que l'année 2017. Et ceci est inquiétant. Donc, ça veut dire au niveau du secteur des affaires, donc vous dites que vous êtes extrêmement préoccupé par cette situation. Donc, vous êtes en attente. Donc, ça veut dire qu'il y a une contraction au niveau de l'économie. Oui, il y a une contraction. Parce que lorsqu'il y a des anticipations négatives, comme celles qui existent maintenant, que les opérateurs économiques préfèrent attendre, non seulement au niveau local, cette anticipation négative, cette morosité s'installe, mais également au niveau étranger. C'est-à-dire que tous les contacts que nous avions avec d'éventuels investisseurs
pour venir en Haïti, pour créer des emplois, pour créer de la richesse, ces contacts sont également en attente. Donc nous sommes dans une situation que si elle continue ainsi, risque de déboucher sur une crise. Et c'est ce que nous espérions et nous espérons éviter. Il y avait quand même beaucoup d'espoir au niveau du secteur de la sous-traitance. L'année dernière, on avait parlé de la possibilité de dizaines de milliers d'emplois dans ce secteur. Et est-ce que vous avez une idée de la situation? Bon, d'après ce que je crois savoir, le secteur de la sous-traitance se porte relativement bien. Et ils ont 42 000 emplois qui continuent de fonctionner normalement. Ils exportent et c'est une bonne chose. C'est une des bonnes nouvelles que nous avons actuellement. Et nous souhaitons que ça continue. Cependant, nous avons une situation d'inflation qui continue et donc tous ceux qui gagnent en gourde sont fortement pénalisés. Les exportateurs le sont un peu moins parce que la monnaie, bon, même si elle s'est relativement stabilisée avec les efforts de la Banque centrale, il y a quand même des tendances à la dépréciation. Et donc, bon, écoutez, je ne veux pas être trop négatif, mais je pense que c'est effectivement préoccupant. Est-ce que vous pensez que, bon, si ça continue comme ça pourrait déboucher sur des pertes d'emplois au niveau de différents secteurs avec cette contraction au niveau de l'économie? Bon, je suis d'habitude quelqu'un d'optimiste. Et moi, je me dis qu'il y a des possibilités au niveau du gouvernement, premièrement, et c'est la raison pour laquelle le Forum a sorti cette note la semaine dernière, de redresser la situation au niveau des recettes. Nous avons une situation jusqu'à présent au niveau de la frontière qui est inacceptable. Et le gouvernement semble vouloir réagir avec ce qui s'est passé à Belader, et où ils ont essayé de mettre de l'ordre et en contrôlant les marchandises qui rentrent par les postes frontaliers. Nous espérons qu'ils mettront également de l'ordre sur l'étendue de la frontière, sur les 350 km de frontière, parce qu'il y a un désordre généralisé qui n'est pas acceptable et qui crée, en plus de la situation de morosité que nous avons, une situation de concurrence déloyale pour ceux qui produisent localement et ceux qui importent légalement. Donc nous avons incité, et nous continuons d'inciter le gouvernement à mettre de l'ordre sur cette frontière où il y a des manques à gagner extraordinaires pour le gouvernement. On parle de l'équivalent de 450 millions de dollars, et ça fait pratiquement 5 points de PIB. Ce n'est pas acceptable. En plus de ces sommes qui ne sont pas collectées par l'État sur la frontière, il y a d'autres ports d'entrée du pays où également il y a de la contrebande. En plus, il y a un effet multiplicateur. Lorsque une marchandise rentre en contrebande dans le pays, elle suit un circuit de marché noir pratiquement. Ces marchandises ne sont pas déclarées à la vente non plus, donc il n'y a pas de TCA perçu. Et les revendeurs qui vendent ces marchandises ne déclarent pas les revenus qu'ils ont générés, donc il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Donc il y a une situation inacceptable que le gouvernement doit corriger et qui lui permettrait en plus de collecter des fonds dont il a besoin pour pouvoir rendre les services auxquels la population s'attend. Donc vous souhaiteriez au niveau du secteur des affaires que le gouvernement continue sur cette lancée et vraiment pose des actes concrets sur la question de la lutte contre la contrebande dans les zones frontalières? Oui, la lutte contre la contrebande et la fraude fiscale cette lutte doit être un objectif prioritaire du gouvernement. Si ils veulent, comme le dit le président, développer un partenariat avec la communauté internationale, arrêter l'assistanat, il faut générer les revenus. Un État souverain, l'une de ses premières manifestations de souveraineté est la collecte des recettes et la levée d'impôts. Et Haïti semble ne pas considérer que ceci est une priorité. Et moi, je ne comprends pas, et le secteur privé ne comprend pas non plus. Parce que nous devons, à tout prix, en tant qu'État souverain, collecter les impôts qui permettent à l'État de faire les investissements qu'il faut et de rendre et de donner les services de santé, les services d'éducation publique et de sécurité auxquels la population s'attend. Parce que partout dans le monde, il y a une baisse au niveau de l'aide internationale, au niveau de tous les États partout dans le monde. C'est la même situation. J'ai interviewé l'ancien ambassadeur américain en Haïti, Kenneth Burton, qui travaille sur le dossier d'Haïti. Il a dit partout, donc on est en train de baisser l'aide internationale. Donc de la nécessité pour l'État haïtien, comme vous le dites, d'agir pour que l'État puisse se prendre en main. C'est évident, l'aide internationale se réduit chaque jour comme une peau de chagrin.
En plus que cette aide se réduit, l'aide potentielle auquel nous pourrions avoir accès n'est pas disponible parce que le gouvernement, comme je le disais tantôt, n'a pas encore signé avec le FMI. Les bailleurs de fonds, qu'ils soient ou multilatéraux, s'attendent à ce que cette lettre qui doit être signée entre le gouvernement et le FMI le soit avant de commencer à décaisser. Il y a des fonds disponibles pour Haïti. La BID a pratiquement $1 milliard disponibles pour Haïti, dont nous avons vraiment besoin. L'Union européenne a des fonds disponibles à travers le 11e FED pour Haïti. Les États-Unis sont un de nos premiers partenaires. Ils financent pratiquement 200 à 300 millions de dollars chaque année et à travers les ONG le plus souvent. C'est pas à travers le gouvernement, mais c'est quand même de l'argent qui circule dans le pays et qui permet à l'économie de fonctionner un peu mieux. Ce qui nous sauve jusqu'à présent, c'est les transferts de la diaspora haïtienne qui ont augmenté l'année dernière, heureusement, et qui ont permis que plus de 2,2 milliards de dollars ne pénètrent dans l'économie haïtienne. Mais vous savez qu'il y a un problème aux États-Unis actuellement où près de 60 000 Haïtiens qui sont sur un statut temporaire risquent de ne plus l'être bientôt. Et si ceci arrive et qu'ils sont transférés en Haïti, si je peux m'exprimer ainsi, les transferts qu'ils faisaient, parce que eux font partie de ceux qui font les transferts chaque mois, ne seront plus là. Donc, je pense qu'il faut qu'on analyse sereinement la situation, que nous soyons proactifs et que nous arrêtions de réagir. Il faut être proactif, donc il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Il faut le dépenser bien, il ne faut pas gaspiller. Il faut éviter à tout prix que la corruption et la fraude ne fassent que cet État fonctionne mal comme il est en train de fonctionner maintenant. Et il faut redonner confiance à la population, il faut redonner confiance aux investisseurs pour qu'ils puissent faire leur travail, créer des emplois, créer de la richesse, attirer des investissements étrangers, faire que Haïti soit un pays où il fait mieux vivre, où il y a de la croissance économique, où il y a de la stabilité politique et où il y a de la sécurité. Vous avez insisté beaucoup dans la note publiée par le Forum économique du secteur privé. Donc, il faut que le gouvernement évite des pressions d'où qu'elles viennent. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui exercent des pressions sur le gouvernement dans les zones frontalières. Bon, tous ceux qui bénéficient de cette situation de contrebande et de fraude, les rentiers, les affairistes, sont des gens qui ne veulent pas voir la situation se normaliser. Ils sont dans tous les secteurs de l'économie haïtienne et de la vie nationale. Ils font aussi partie du secteur privé. Certainement. Il y a des membres du secteur privé qui font de la contrebande, qui sont des intermédiaires, qui sont des revendeurs. Il y a de tout. Mais il y a également des gens dans les circuits politiques qui bénéficient de cette contrebande et qui font pression. Donc, nous, ce que nous demandons au gouvernement, c'est de résister à ces pressions. Il va dans le bon sens en voulant contrôler la frontière et nous espérons qu'il maintiendra ces actions dans le sens du contrôle et de la collecte des revenus qui, pour le moment, lui échappent. Donc, vous pensez que les chiffres qu'on avait avancés, on parlait de 200 à 250 millions de dollars de pertes au niveau de la frontière. Est-ce que ça s'est aggravé, ça a augmenté ces derniers temps, Bernard Crème? Tout semble aller dans le sens d'une augmentation du manque à gagner. Augmentation, les Dominicains continuent à exporter. Ils considèrent Haïti comme l'un de leurs premiers partenaires. Je pense que c'est leur deuxième partenaire actuellement. Ils exportent beaucoup vers Haïti et ils ne comptent pas arrêter ces exportations. Maintenant, c'est leur droit. Maintenant, c'est également le droit de l'État haïtien de contrôler ce qui rentre chez lui, non seulement au niveau de la qualité, pour s'assurer que la nourriture qui rentre, que ce soit pour les êtres humains, que ce soit pour les animaux, c'est une nourriture de qualité qui ne nous rendra pas malades, mais ensuite de collecter les impôts et taxes qui sont dus par les importateurs haïtiens qui font venir ces marchandises de la République dominicaine. Et ceci devrait être une priorité pour l'État haïtien, pour le gouvernement haïtien. Vous dites que cette concurrence déloyale, elle est fatale pour l'économie nationale. Elle est fatale non seulement pour les producteurs nationaux, parce que ce soit les producteurs agricoles, c'est-à-dire dans le secteur primaire, que ce soit ceux qui font de la transformation de ces produits agricoles dans le secteur secondaire, que ce soit ceux qui vendent des services à la population haïtienne
et qui font concurrence à des services en provenance de la République dominicaine. Que ce soit les importateurs légaux qui importent à travers les ports et les aéroports et qui paient, eux, des impôts, des droits de douane, des taxes. Tous ces opérateurs économiques font face à d'autres importateurs, eux, illégaux, qui leur font une concurrence déloyale parce qu'ils ont une marge que ces importateurs légaux n'ont pas ou que ces producteurs nationaux n'ont pas. Donc vous dites que vous êtes préoccupé par la situation, vous craignez que ça puisse se déboucher sur une crise, Bernard Crane, si ça continue de cette façon? Bon, en général, comme je le disais tantôt, je suis de naturel optimiste, mais il faut que je sois également réaliste. S'il n'y a pas d'ordre qui est mis au niveau de l'économie haïtienne, d'abord par le gouvernement, premièrement, ayant un budget qui soit plus réaliste, en préparant un budget rectificatif qui tienne compte des capacités réelles de recettes de l'État et des ressources qui nous proviennent de l'extérieur. Et qu'ensuite, les arbitrages soient faits pour que les dépenses correspondent à ces recettes et qu'il n'y ait pas de déficit budgétaire. Si l'État ne met pas les contrôles qu'il faut au niveau des ports d'entrée, des postes d'entrée frontaliers, bon, écoutez, nous risquons d'avoir une situation au niveau de l'État qui soit difficile, avec un gros déficit, et ceci aura des conséquences sur l'économie. Maintenant, les anticipations négatives continueront, les opérateurs économiques ne feront pas les investissements qu'ils souhaiteraient faire, nous n'aurons pas d'investissement étranger, donc ça débouchera sur une situation de crise. Donc un budget rectificatif aujourd'hui, c'est un must, Bernard Crane? C'est une obligation. Parce que là, vous dites que les calculs n'étaient pas bons. Non, mais nous l'avions dit dès le départ. On n'avait pas voulu nous écouter, mais on savait qu'il y aurait de grosses difficultés sur au moins 25 milliards de gourdes prévus de recettes et de ressources qui ne seraient pas collectées. Nous l'avions prédit. Certaines économies du secteur privé l'avaient dit. Malheureusement, on ne nous avait pas écoutés. Le budget a été voté et le budget n'était pas réaliste et les recettes et les ressources ne sont pas là. Mais les dépenses, par contre, elles sont en train de se faire et elles se font avec comme conséquence un déficit et un déficit qui a des conséquences en général d'abord sur la monnaie. La monnaie va commencer à se déprécier et de façon systématique et l'État haïtien va se retrouver avec une situation où la production nationale se trouvera peut-être un petit peu favorisée par cette dépréciation, mais tous, comme nous importons 70% de ce que nous consommons, le corollaire sera que ce que nous consommons sera plus cher. Donc le contrôle des dépenses par le gouvernement et donc l'arbitrage, donc pour vous c'est nécessaire aujourd'hui, Bernard Crane? C'est évident. C'est-à-dire qu'il y a des priorités dans tout État. Les priorités en ce qui nous concerne sont des priorités qui vont vers les infrastructures. Il faut que nous ayons des infrastructures de meilleure qualité pour que nous puissions faire circuler les marchandises que nous produisons. Et lorsque je parle d'infrastructures, je parle aussi bien de routes, que je parle de canaux d'irrigation, pour pouvoir mieux produire, je parle de ports, d'aéroports, je parle d'infrastructures également au niveau de télécommunications. Et il faut que nous ayons de meilleures infrastructures. Il faut que nous ayons une énergie qui soit capable de faire produire mieux, à un meilleur coût, de meilleure qualité. Mais ça passe également par des services. Ça passe par les services de santé. Pour une population qui travaille, doit être en santé. Ça passe par une population éduquée. Si nous voulons faire face à la compétition internationale et à l'innovation, il faut que nous ayons une population mieux formée. Si nous voulons redonner confiance à nos jeunes pour qu'ils ne partent pas, qu'ils laissent le pays, en général, ce sont ceux qui ont eu la chance d'être formés qui partent. C'est terrible. Nous sommes en train de former des gens pour l'extérieur. Il faut que le gouvernement prépare un budget qui soit réaliste. Il faut qu'il explique. Il faut qu'il y ait un effort de pédagogie qui soit fait. Et il faut que la population participe à cet effort. Il faut qu'elle aille à travers ses représentants associatifs, partis politiques, etc. Il faut qu'elle aille au Parlement, qu'elle discute avec les parlementaires, mais que le processus se fasse dans un délai le plus rapide possible et que nous ayons un budget rectificatif dans le mois qui vient. Alors pour renforcer l'économie, il faut aussi travailler sur l'écosystème. Tout le monde dit, tous les rapports qui sont sortis, Haïti est très très mal classé.
Que peut-on faire aujourd'hui? Récemment, il y avait l'année dernière, il y avait ce forum donc sur les affaires qui avait été organisé. Donc, que peut-on faire aujourd'hui, Monsieur Crane? Bon, comme pratiquement tout est à faire, il faut choisir ses priorités et il faut focaliser. Nous avons, au début de l'année 2017, préparé un agenda socio-économique. Nous avons envoyé cet agenda au nouveau gouvernement après que le Premier ministre ait reçu le mandat du Parlement. Et nous l'avons également remis au président de la République. Cet agenda dit, selon nous, ce qui devrait être fait au niveau légal et réglementaire pour rendre Haïti plus attractive. Nous l'avons également dit au niveau social, parce que nous pensons qu'il faut qu'il y ait une meilleure harmonie sociale. Il faut qu'il y ait un dialogue entre les syndicats, représentants des ouvriers employés et les associations patronales et avec le gouvernement, un dialogue tripartite qui permette de prévenir les crises, par exemple salariales, qui débouchent en général sur des désordres, sur des grèves qui remettent en question les investissements dans certains secteurs, tels que le secteur d'assemblage. Il faut également qu'il y ait une meilleure formation professionnelle. Il faut que les jeunes qui viennent dans nos usines, dans nos entreprises pour travailler, aient reçu une formation qui corresponde à nos besoins. Il faut qu'il y ait une meilleure protection sociale. Il faut que ceux qui travaillent, lorsqu'ils ont travaillé pendant 25 ans, 30 ans, qu'ils aient accès aux fonds de pension auxquels ils ont contribué et que cet argent ne soit pas gaspillé et galvaudé. Il faut que les organisations qui offrent des soins de santé à travers des assurances telles que l'OFATMA le fassent dans de bonnes conditions et que les employés, si par hasard il y a un accident, qu'ils aient accès à des soins de santé, etc., etc. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Ce sont des choses qui demandent simplement que les ministères concernés, que les parlementaires prennent leurs responsabilités, écoutent les représentants de la société civile qui ont travaillé sur la question et produisent les instruments légaux, législatifs et réglementaires qui permettront à Haïti de mieux se positionner, d'offrir un climat d'affaires plus attrayant, non seulement pour les investisseurs locaux, mais pour les investisseurs étrangers. Vous n'avez pas eu de réponse de la part de ce gouvernement? Oui, nous avons eu des réponses. L'organisation du forum sur la compétitivité dont vous avez parlé tantôt est une des réponses. Cependant, ce forum a eu lieu depuis septembre et jusqu'à présent, les actes du forum n'ont pas encore été publiés. Le suivi n'est pas encore assuré. Et c'est ce qui est malheureux. Nous avons organisé une magnifique conférence dans un cadre magnifique, celui de la salle de convention de la BRH. Nous avons su attirer des sommités internationales, Michael Porter, Daniel Eisenberg, qui sont venus nous parler. Nous avons continué certaines discussions avec M. Eisenberg dans le cadre de l'organisation éventuelle d'ateliers durant cette année, mais nous n'avons pas encore le suivi qu'il faut au niveau des autorités gouvernementales sur la publication des actes de la conférence et sur le suivi accordé. Et ça, c'est malheureux. Alors pour terminer, vous avez fait mention tout à l'heure des États-Unis d'Amérique, dont on a eu les propos tenus par le président américain Donald Trump sur Haïti, qui ont fait réagir toute la communauté ici aussi de la diaspora. On écoutera tout à l'heure l'interview que l'ambassadeur américain nous a accordée, donc il calme le jeu, il pense qu'on doit aller de l'avant, etc. Quelle était un peu la position du secteur des affaires? J'ai eu à exprimer publiquement une position que je vais répéter ici. Je pense que les propos de M. Trump sont des propos racistes. Et je pense qu'il ne fait pas honneur à la position qu'il occupe. Mais ce n'est pas la première fois. On l'a déjà écouté s'exprimer sur des Mexicains. On l'a écouté s'exprimer sur des musulmans de différentes nationalités. On l'a écouté s'exprimer une première fois sur les Haïtiens en disant que nous avions tous le sida. Et maintenant, on l'écoute dire que nous sommes un pays de merde. Bon, ça ne fait pas honneur à la position qu'il occupe, mais malheureusement, ça ne fait pas non plus honneur à ceux qui ont voté pour lui. Ça ne fait pas honneur au peuple américain en général, qui est un peuple très ouvert, avec lequel Haïti a d'excellents rapports. Les pays ont d'excellents rapports. Ce sont des rapports qui remontent à des siècles. Nous avons eu des moments difficiles d'occupation américaine. Nous avons eu des moments difficiles, mais malgré tout,
c'est notre premier partenaire au niveau économique. C'est le pays qui a reçu le plus d'Haïtiens et qui a la plus forte diaspora haïtienne. Et il faut effectivement qu'on calme un peu le jeu, tout en restant vigilant et tout en dénonçant. Quelle est la leçon aussi à tirer? Parce que la situation, elle est compliquée en Haïti. La leçon à tirer est que, comme on le dit dans la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut d'abord que nous fassions ce qu'il faut pour notre pays. Il faut qu'on se fasse respecter. Merci beaucoup Bernard Kahn, coordonnateur du Forum économique du secteur privé, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir, Rothschild. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de l'urbanisation en Haïti. Nous avons avec nous Madame Rosemée Guignard, qui est urbaniste senior au CIAT, le comité interministériel d'aménagement du territoire. On va parler certainement de ce rapport qui a été publié cette semaine par la Banque mondiale sur la question de l'urbanisation en Haïti. Madame Guignard, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir Rothschild et bonsoir à tous les auditeurs. Alors, ce rapport traduit quoi? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui est véhiculé quand même dans ce rapport préparé par la Banque mondiale? Le rapport touche 3 grands thèmes. Le thème qui est vraiment le thème principal qui a trait à l'aménagement du territoire, c'est comment que nous occupons l'espace et comment nous vivons dans cet espace-là. Donc, ce rapport dit la première chose, c'est qu'on a fait un grand basculement. Maintenant, on est autour de 60% qui vivent dans les zones urbanisées. Donc, l'exode rural, elle est réelle. Les gens habitent beaucoup plus en ville que dans les zones rurales. Ça, c'est numéro 1. Deuxième chose que ça dit, c'est comment on occupe l'espace. Toutes nos villes, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites, il y a un phénomène d'étalement dans toutes nos villes. Et ce phénomène d'étalement se fait d'une façon non organisée. Ça veut dire que c'est basé sur l'opportunité foncière, quelqu'un qui vend une terre, qu'on construit des maisons. C'est pas basé sur une réflexion a priori qui dit que cette ville, la ville d'Écailles, va se développer vers un axe assez précis et les autres axes seront réservés à d'autres usages. Donc, c'est ce que ça dit en gros. Il y a un deuxième aspect de ce rapport qui est très important à noter, c'est comment on bouge en ville. Et là, on s'est basé sur 2 études de cas, Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Et on a utilisé une méthodologie assez innovante parce qu'on n'avait pas le temps de faire des enquêtes traditionnelles. On a utilisé le téléphone portable pour voir le déplacement des téléphones portables. Je ne vais pas m'attarder sur la méthodologie parce qu'elle est assez complexe. Mais ce qu'on voit, en fait, qui est très perplexant et qui demande de creuser, c'est qu'en fait, les trajets sont assez courts. Ce sont des trajets sur 1,5 km. Donc, on se demande, est-ce que les gens ne bougent pas assez? Qu'est-ce qui fait que les gens ne bougent pas assez dans cette grande région métropolitaine? C'est quoi la cause? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent? Est-ce que c'est parce que le système de transport public n'est pas assez innovant, approprié, etc. Et donc, il y a toute cette réflexion qu'on doit se dire sur, bon, si les gens bougent cette distance-là, où sont-ils par rapport? Où sont les emplois? Donc, ça veut dire, il nous faut creuser cette relation entre zone d'emploi, moi j'aime bien utiliser le terme de Jean-Marie Théodate, de dire la zone de brassage et où les gens habitent pour comprendre la complexité des déplacements dans la zone métropolitaine. Donc, c'est la première fois qu'on est arrivé à avoir ce type d'information et qu'on puisse extrapoler à l'échelle de la région métropolitaine et pour le Cap et pour Port-au-Prince. Donc ça, ce sont des pistes. La troisième chose, on a regardé les financements au niveau collectivité territoriale. Il faut se rappeler que lorsqu'on parle de ville, lorsqu'on parle d'urbain, on est vraiment dans des questions locales. C'est l'affaire des maires. C'est pas l'affaire des ministères et des ministres. C'est vraiment l'affaire des maires, les villes, parce qu'on est dans la gestion de proximité. Donc, on a regardé les financements locaux. Ben, c'est des histoires que Christina Farrell a déjà bien racontées, qu'on maîtrise ici. Et eux, ce qu'ils ont fait ressortir, c'est une nécessité de coupler ce qui se passe avec l'étalement urbain et la fiscalité municipale. Donc, il faut que les villes soient en mesure de vraiment capter le CFPB et dans une étape à moyen long terme, de capter les
plus-value qu'on peut avoir sur le foncier lorsque les municipalités seront en mesure d'apporter des services additionnels aux citoyens, aux propriétaires terriens. Donc, on a regardé 3 angles, on a regardé c'est quoi l'état de la situation. Je dis à tout le monde que c'est pas quelque chose d'effrayant. En fait, nous, maintenant, on est dans une étape où on dit, OK, maintenant, je vois de quoi il s'agit. Je vois ce que ça veut dire pour moi comme individu, parce que qualitativement, je le connais. Maintenant, je vois ce que ça veut dire pour la nation. Donc, ça nous donne des pistes pour mieux réorienter les politiques et établir les nouvelles priorités. Donc ça confirme l'exode des gens qui habitent à la campagne, qui viennent à la capitale et aussi donc on peut dire que on voit cette situation un peu partout dans toutes les villes du pays. Donc c'est pas seulement Port-au-Prince. Non, c'est pas seulement Port-au-Prince, c'est dans toutes les villes du pays. Et Madame Oriol aime bien le dire, les gens ils ont besoin des services et les gens viennent en ville pour les services. Et les services, c'est pas seulement faire une carte d'identité. Les services, c'est les enfants. Envoyer les enfants à l'école, c'est dans les villes qui a les plus bonnes écoles. Les services, c'est les soins de santé. Et tout le monde, et les services, l'électricité. Donc tout le monde a ce besoin d'une amélioration des conditions de vie. Et pour le moment, c'est en ville que ça se passe. Donc les gens viennent en ville. Alors, Mme Brignard, ce qui se passe, c'est que les villes n'étaient pas construites pour ce nombre important d'habitants. On voit la situation à Port-au-Prince. C'est le cas dans toutes les villes. Donc, il y a une explosion. Les services ne répondent pas. Non. Donc, c'est ce que le rapport de la Banque mondiale montre bien. C'est qu'on a ce qu'on appelle un gouffre. Le gaffe, moi, je le traduis en gouffre. Il y a un gouffre entre le besoin des gens qui sont maintenant dans cet espace-là et les services qui sont disponibles. Les services en termes de eau, surtout eau et assainissement, n'ont pas pu répondre à la demande et à la croissance dans les villes. Et ça, c'est notre priorité. Et l'assainissement, pour moi, est très important. Il y a eu une recherche que la DINEPA et l'UNICEF ont fait sur Gonaïves, Canaan, Hinche et Mirbalet. Et ils regardaient le choléra et comment le choléra se propageait dans les zones. Et eux, ils ont dit que c'est pas dans les sections rurales que la propagation se fait. La propagation se fait lorsque la personne vient en ville, vient au marché. C'est à partir du marché, c'est à partir de la station que la propagation du choléra se fait. Et les gens retournent dans leur section communale avec le choléra. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les villes, nous, on doit vraiment, mais vraiment faire attention avec cette question d'assainissement. Et assainissement, c'est déchets, mais assainissement aussi, c'est accès aux toilettes publiques pour répondre à un besoin biologique humain important. Moi, je dis à tout le monde, l'affaire des villes, le métier de la planification urbaine a commencé avec l'industrialisation dans les pays européens. Et c'est un peu, en 1900, c'était exactement le même phénomène qu'il y avait à Paris, qu'il y avait en Haïti. Tout le monde allait en ville parce que c'est là qu'étaient les jobs. Et tout le monde habitait dans des conditions de vie exécrables. Mais lorsqu'ils ont commencé à avoir les premières épidémies, ils ont réalisé que, on doit faire quelque chose, on doit assainir l'espace, il faut créer des rues, il faut s'assurer que tout le monde a accès aux toilettes, il faut aérer. Et nous, on est là aussi aujourd'hui. On est arrivé à une étape, on a basculé l'échelle, on est arrivé au nombre que si on ne fait pas des améliorations importantes, nous, on sera dans une crise perpétuelle. Et cette fois-ci, ce ne sera pas une crise naturelle causée par une menace naturelle qu'on n'arrive pas à maîtriser. C'est une cause anthropique. Ce sera causé par nous. Et ça, il faut faire attention. Alors, quand on voit la situation en ce qui concerne la collecte des ordures dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, ça, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable, mais il faut avoir une vue systémique avec les ordures. C'est pas des opérations coup de poing qui vont résoudre nos problèmes d'ordures. C'est pouvoir établir un système qui va marcher dans la durée. La gestion des ordures, ça commence à la maison. Ça commence avec le tri. Ça commence à savoir qu'est-ce que je peux composter dans le coin de mon jardin, qu'est-ce que je peux recycler et qu'est-ce que je dois absolument me débarrasser. Lorsqu'on fait ce tri-là, on n'aura seulement que 30% de déchets individuels à gérer. Mais le système à mettre en place, c'est qu'est-ce qui se passe de cette ordure, de la collecte chez l'individu
au site d'enfouissement. Je me suis fait taper les doigts quand j'ai dit site de décharge une fois. Maintenant, je sais moins au site d'enfouissement. Donc, il y a toute une chaîne à créer, une chaîne de valeur. Elle est là, hein, les parties de la chaîne sont déjà là. Dans mon quartier, il y a 2 ou 3 mecs avec leur brouette. Ils passent dans chaque maison, on les paie chaque semaine pour collecter les déchets. Mais la chaîne s'arrête parce que moi, je sais que eux, les déchets, ils vont les jeter dans la ravine. Donc, il faut quelque part arriver à prendre ces gens-là, leur dire, vous faites la collecte, mais vous avez un point qui est géré. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le relais et que le système va se mettre en place. Je ne pense pas que c'est aussi difficile que les gens disent que c'est. Je ne pense pas que dans un premier temps, on a besoin de cet investissement énorme dans des grandes machines pour le faire. Je pense que l'investissement, c'est vraiment réfléchir au système à mettre en place pour que le système puisse marcher à long terme. Alors, je peux te dire, vous êtes urbaniste senior au SIAT. Est-ce que la question de la bidonvillisation a été prise en compte dans ce rapport et quelles sont les solutions? Okay. Donc, dans ce rapport, on a fait des choix. On n'a pas traité de beaucoup de thèmes. Mais la bidonvillisation, c'est quelque chose qui nous interpelle tous. Donc, nos vies ont explosé en utilisant la forme de la bidonvillisation. Pour nous, en Haïti, une des priorités, c'est de voir comment on va rentrer dans ces quartiers-là et qu'on va apporter des améliorations. Dans la période après-séisme 2010-2017, on a eu des petits projets de schémas d'aménagement de quartiers, dont Martissan, la ZAC de Martissan, la zone d'aménagement concerté de Martissan en est une. Il y en a eu plusieurs dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince. Et nous, on a développé un savoir-faire sur par quelle méthode qu'on commence à rentrer dans ces quartiers-là, parler avec la population, négocier avec la population et établir une façon qu'on va apporter le désenclavement des routes, parce qu'en cas d'urgence, il faut faire sortir les gens, donc les routes, c'est la première priorité. Comment on va régler les questions de sécurité? Dans tous les quartiers informels, les femmes nous disent que l'enjeu premier, c'est l'enjeu de sécurité. Donc, comment on amène la lumière, comment on amène le désenclavement. La troisième chose, c'est l'eau et l'assainissement. Et lorsque les opportunités se présentent, il faut aussi rentrer dans le logement, dans l'habitat. Et quelque part, rentrer dans une densification autre. Maintenant, beaucoup de gens habitent dans des logements de 12 mètres carrés, empilés, sans fenêtres, sans soleil, sans serein, sans courant d'air. Et nous, il faut qu'on sorte de ce modèle-là. Il faut qu'on arrive à mettre les gens en hauteur. Je ne pense pas que les Haïtiens ne sont pas prêts à vivre dans les appartements, parce que moi, quand je vais dans tout le pays, que ce soit en zone rurale, que ce soit en zone urbaine, tout le monde me donne une vision de futur qui inclut un appartement. Donc, nous sommes prêts pour les appartements. Il nous faut trouver le mécanisme financier à utiliser pour faire ce genre d'opération pour toutes les bourses. Donc c'est jouable, on peut réhabiliter ces bidonvilles? Oui. Les bidonvilles peuvent être réhabilités, on le fait partout au monde. Donc c'est jouable de réhabiliter les bidonvilles. La chose qui est difficile, c'est de trouver une solution pour des gens qui vivent dans des zones où ils ne doivent pas habiter. Il y a des zones où on ne peut pas habiter. Il y a des gens qui habitent dans des ravines qu'on ne devrait pas habiter. Moi, j'ai en tête pour le moment la ravine Garnier. Pour moi, le jour où cette eau descend, on va avoir une catastrophe énorme. Les gens ne devraient pas habiter dans cette ravine. La ravine de Bourdon n'est pas habitable. Il y a des gens qui... Donc la question pour une mairie, c'est comment on s'y prend, comment on trouve la solution appropriée, une solution appropriée qui n'est pas financièrement désastreuse pour la municipalité ou l'État. Et ça, c'est beaucoup de négociations. C'est vraiment là la réflexion pour nous. Est-ce qu'on peut parler de millions de dollars pour réhabiliter un bidonville comme Jalousie, par exemple? Bon, écoute, c'est quoi qu'est-ce qu'on dit ici, mesure l'argent, mesure en gare? Moi, j'ai vu des projets, j'étais à Pointe-à-Pitre, j'ai vu un projet de logement de $1 milliard. $1 milliard. Et eux, ils peuvent se le permettre parce que c'est un territoire français. Nous, on n'aura probablement pas accès à ça. Maintenant, c'est de savoir comment on établit premièrement,
qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont les priorités pour un quartier. Il faut établir pour Jalousie, par exemple, quelles devraient être les priorités pour Jalousie, et basé sur ça, trouver quels sont les mécanismes financiers. Moi, je ne pense pas que dans un projet de rénovation urbaine, c'est l'État qui paie tout. Je pense que la personne qui a pu investir son avoir pour bâtir sa maison peut aussi investir pour améliorer les conditions d'accès à sa maison. Donc, il faut trouver les mécanismes financiers, des mécanismes financiers qui soient sûrs, qui soient sérieux, parce que on demande à tout le monde de prendre un risque dans ce cas-là. Donc, il faut que le risque soit le bon risque et partagé et assuré quelque part. Alors, Osmega, c'est que il y a autre chose aussi, c'est que la question des risques sismiques en Haïti, on est un pays à risque sur le plan sismique. Et vous voyez ces bidonvilles qui sont un peu partout. Oui, on est un pays à risque. On sait qu'on est un pays à risque. Et je vois je pense qu'il y a une relation entre sources de financement et risque. Ça veut dire que les gens qui ont les moyens comprennent le risque, comprennent qu'ils ne veulent pas perdre cet investissement et se résignent à payer le coût nécessaire pour avoir une maison parasismique. Les gens qui n'ont pas les moyens et qui pour eux, ce logement-là, c'est une sorte de première survie, eux, ils ne le font pas. Je ne pense pas que c'est parce qu'ils ne veulent pas. Je pense que le coût est trop fort. Donc, si on fait remonter aux politiques publiques, la question que nous devons nous poser comme nation, c'est qu'est-ce que nous allons mettre en place pour permettre que tout le monde, quel mécanisme qu'on va mettre en place pour permettre que tout le monde puisse vraiment rentrer dans dans une construction parasismique abordable. Il faut qu'on se dise comment on le fait. Moi, je sais que ma première piste, c'est qualité, matériaux de construction, coût matériaux de construction. Qui contrôle, qui régule? Est-ce que les prix qu'on a, ce sont les prix justes du marché? Pour moi, c'est ma première case. Deuxièmement, il y a des gens, est-ce qu'on ne devrait pas, en termes de politique publique, dire que basé sur un type de revenu, cette personne aurait accès à une somme pour construire une maison parasismique, un pourcentage pour construire. Moi, je pense que c'est là que nous devons aller. Et au point de vue contrôle, il faut taper sur les doigts. Et il y a des choses, lorsqu'on les voit faire, il faut qu'on tape sur les doigts, il faut qu'on fasse détruire. Et je pense que ce qu'on ne fait pas assez, en fait, c'est détruire les maisons, que pour tout le monde les voit, que ce sont des maisons qui ne sont pas parasismiques, on ne les détruit pas. Parce que, on a quitté nègre la vive. On a quitté nègre la vive pour ça mourir puis devant. Et là, on doit changer cette logique de pensée. Alors, est-ce qu'au niveau de ce rapport, on donne des pistes de solutions aux problèmes qui affectent la question de l'urbanisation en Haïti, les problèmes dont on rencontre aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de pistes de solutions que fait la Banque mondiale. Je ne suis pas sûre que je suis d'accord avec toutes les pistes de solutions de la Banque mondiale. Mais une chose est claire, c'est que je ne vais pas parler de pistes de solutions, mais je vais parler de ce que j'appelle quelque chose qui devrait interpeller tout le monde. L'urbanisation vient avec un développement économique. En Haïti, non. Ça doit nous interpeller. Et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre économie ce qui fait que même lorsqu'on est urbain, on n'arrive pas à développer cette économie. Donc, c'est pas l'urbanisation qui est la cause, mais pour moi, quelque part, il y a une relation entre urbanisation et économie qu'on doit explorer et creuser vraiment ce qui se fait dans cette économie qui fait que toutes les économies d'échelle qui doivent se faire, tous les accès. Lorsqu'on est en ville, les choses sont supposées être moins chères, plus faciles. Pourquoi ça ne se fait pas en Haïti? Ça, on doit creuser. Dans le rapport de la Banque mondiale, ils disent que s'il y a une priorité pour les régions métropolitaines, Cap et Cap-Haïtien, c'est la question de mobilité. Il y a toute une réflexion qui doit être approfondie sur le système de transport. Le secteur transport public, c'est un secteur fort de notre économie. Comment on apporte une amélioration dans ce secteur-là qui va elle-même apporter une amélioration dans la mobilité. Donc, en clair, l'État doit intervenir. L'État va intervenir à différentes échelles. Et il y a les politiques, il y a des actions concrètes à faire.
Et il faut, dans la mobilité, il faut sérieusement rentrer dans la mobilité, travailler avec tous les opérateurs qui sont dans le secteur transport public pour trouver des solutions. Et moi, je dis que la solution, c'est pas nécessairement. Il y a une tendance de dire que on va changer la flotte, on va avoir de nouveaux systèmes. Pour moi, c'est pas ça. Le résultat attendu, c'est améliorer le temps de parcours, la distance, le temps de parcours. Et la mobilité pour tout le monde. Parce que déjà, au niveau de la circulation, c'est impossible. C'est impossible. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire au niveau de la circulation. Si Haïti est le 3e pays plus urbanisé, lorsqu'on regarde les gens qui sont derrière nous ou bien avant nous, on n'a pas autant de voitures qu'eux, hein. Donc, et ça veut dire, c'est parce que nous sommes pauvres qu'on n'a pas autant de voitures qu'eux. Si on avait les voitures du pays qui sont après nous le 5e pays, on serait surpris de comment on serait vraiment immobile. Le problème de circulation en Haïti, c'est la question de gestion routière. Le fait qu'on ait le luxe en Haïti, je crois que on est la seule ville au monde, Port-au-Prince, où on peut sortir devant chez soi, lever sa main, et un transport public va se mettre devant chez nous. Moi, dans toutes les villes que j'ai visitées, je dois marcher au coin de la rue, je dois chercher où est la station. Ça doit changer. Le fait qu'on est sur les grandes artères, que ce soit la route de Carrefour, de Delma, de Pétionville, Kinskov, qu'il n'y ait pas des aires de stationnement pour le transport en public, c'est pas possible. Il faut que s'il y a quelque chose qu'on peut faire cette année, c'est au moins d'identifier un axe et de commencer à voir où est-ce qu'on peut mettre des points de stationnement. Même si que pendant 6 mois, on va faire un projet pilote pour voir si ça dégage. Le fait qu'il y a des routes sur lesquelles personne ne devrait être autorisé à parquer sa voiture. Sur les grands axes, la route de Carrefour dessert toute la péninsule sud. C'est le grand axe. Il faut gérer cet axe différemment. C'est pas une question de créer une autre voie, c'est pas une question de faire un périphérique, c'est une question de gestion routière et c'est difficile, mais il faut le faire. Et moi je dois dire, je témoigne, je vois que maintenant que les agents de police, les agents de circulation fonctionnent différemment et ils ont une logique, ils ont des stratégies. Je pense qu'il faut qu'on ait beaucoup plus de gens comme ça, beaucoup plus de tests comme ça pour améliorer la circulation. Moi, je pense que ce qu'on doit dire à tout le monde en Haïti sur cette question de circulation, dans tous les pays du monde, lorsqu'on augmente les voies, la fluidité n'augmente pas. En fait, il y a encore plus d'immobilisme. Et le cas le plus célèbre, c'est le cas de Houston, au Texas, qui a l'autoroute probablement la plus grande au monde, et plus ils ajoutent de voies, plus il y a des embouteillages sur cette route-là. Donc nous, il faut vraiment qu'on réfléchisse aux questions, au début simples, les choses qu'on ne fait pas. Gestion de circulation, il faut qu'on calibre nos chiffres, il faut qu'on regarde c'est quoi le parc automobile, il faut qu'on commence à faire les études de déplacement pour voir sur la route de Carrefour à quelle heure qu'on a le plus de voitures et pour qu'on puisse calibrer nos décisions basées sur de vrais chiffres. Moi, la route de Carrefour après 10 heures du matin, elle est libre. À moins qu'il y a un pépin, mais elle est libre. En fait, elle est vide. Donc, c'est tout ça qui nous interpelle. Merci beaucoup, Osmé Guignard, urbaniste senior du CIAT, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de ce rapport publié par la Banque mondiale concernant l'urbanisation en Haïti. Merci beaucoup. Merci, Wouchine. Merci, les auditeurs. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu 3 invités aujourd'hui. Tout d'abord, l'ancien ambassadeur américain en Haïti, M. Kenneth Merten, le coordonnateur du Forum économique du secteur privé, M. Bernard Crane, et puis l'urbaniste senior au CIAT, Mme Rosemée Guignard, qui nous a parlé de ce rapport publié par la Banque mondiale concernant l'urbanisation en Haïti. La rediffusion de cette émission à 9h sur RFM 53.9, rfmhaïti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir.
tous les dimanches, 1h, 2h. Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.